Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Notre prochaine émission en public aura lieu à l'école alsacienne le 2 février et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui est consacré cette semaine aux chiffres, à leurs songes et à leurs mensonges, à leur tyrannie, à leur immixtion dans tous les secteurs de notre activité. À l'hôpital, par exemple, avec l'introduction d'une logique gestionnaire et dans d'autres domaines où le choix des méthodes statistiques n'est nullement innocent, le chiffre, dit le sociologue Emmanuel Didier, est toujours un instrument de pouvoir. Et dans une administration, par exemple, le benchmarking, mot pompeux et ridicule, il faut bien dire, pour dire la comparaison, ça ne veut absolument rien dire de plus, le benchmarking entre le nombre de dossiers traités par les agents d'une administration permet de faire honte à ceux qui produisent moins. Ça s'appelle, paraît-il, dans la vie des bureaux, ça s'appelle le shaming. Oui, je veux. Et ça permet aussi de fixer des objectifs à tout le monde. Ne manquez pas non plus le coup de projecteur que donne Marion Polic sur les applications de décryptage alimentaire que tant de Français utilisent dans leur errance à travers les rayons des supermarchés et dont le 1 analyse l'algorithme. Nous vivons de vos contributions qui peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66% et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Pour ma part, je remercie... avant de remercier, il faut que je signale, il y a une dame qui, entre Noël et le 1er de l'an, nous a envoyé un courriel tout à fait spirituel pour dire qu'elle allait se pendre ou nous pendre, je ne me souviens plus, si jamais on ne la remerciait pas à l'antenne parce que elle s'en était préalablement vantée à son entourage qui attendait toutes les semaines. Je me suis évidemment promis à la première occasion de la citer. J'ai perdu le courriel, je l'ai effacé, je ne sais pas comment. Donc je prie cette dame de vouloir bien me réécrire et surtout de ne pas ni se pendre ni nous pendre. Et en attendant, je remercie Jacques Choussy, Jean-Paul Courdeau, Paul Chalère et Philippe Mauriès. Marc-Olivier Padis. Alors comme moi, je n'ai que des hommes à remercier, ce ne sera pas cette dame à la recherche de laquelle nous sommes lancés. Donc je remercie très chaleureusement Jean Bonny, Julien Vignoli, Gérard Cipoli, Jérôme Tomasi, le tout en rime. Lucille Schmitt. Eh bien moi, je remercie Frédéric de Fréminville, Farid Yaker, Pierrick San et Édouard Gomez Baez. Édouard Gomez Baez. Nicole Niesotto. Alors, en notre nom à tous, je remercie Olivier Goula, Pascal Le de la Roche, Frédéric Guignet-Royer et Hervé Musson. Richard Verly. Chers auditeurs, ne vous pendez pas et continuez de nous écouter, en particulier Jean-Christophe Merer, Pierre Gentil, Anne-Sophie Tricot et Patrick Counillon. Merci à elles, merci à eux, merci à celles et ceux qui vont suivre leurs exemples. Intéressons-nous maintenant à la question de la gouvernance mondiale face au problème du climat. À l'heure où les méga-feux qui ont ravagé depuis septembre l'Australie et qui ont ravagé quelques 11 millions d'hectares, c'est-à-dire l'équivalent de la Bulgarie, qui ont tué au moins 26 personnes, qui ont détruit 2300 maisons, brûlé plus de 500 millions d'animaux, les scientifiques redoutent la multiplication de ces incendies sur la planète. Tout l'ouest des États-Unis, les pays méditerranéens, l'Afrique méridionale, une grande partie de l'Asie centrale pourraient être victimes d'événements similaires. L'ancien vice-président
du GIEC, le climatologue Jean-Pascal Van Nippersel, observe que 2019 a été la plus chaude et la plus sèche des années depuis le début des enregistrements. Selon lui, je cite, « Cela ne s'explique pas autrement que par le réchauffement climatique. Si les gouvernements et les populations n'agissent pas rapidement, les marchés financiers risquent de le faire », affirme l'hebdomadaire britannique The Economist. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, les signaux positifs peinent à compenser l'augmentation mécanique des émissions liées à la hausse de la population mondiale, et cela malgré les nombreuses initiatives internationales et nationales. Aux Nations Unies, en septembre dernier, lors du sommet Action Climat, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé aux dirigeants du monde qu'ils avaient l'obligation de tout faire pour mettre fin à la crise climatique, mais si le Fonds vert pour le climat, cet instrument financier abondé par les économies développées, mis en place il y a 10 ans pour soutenir les pays en développement, si ce fonds vert a bouclé fin octobre 2019 une enveloppe de presque 10 milliards d'euros pour 2020-2023, les États-Unis manquent à l'appel. Après le succès enregistré en décembre 2015 à Paris lors de la COP21, signée par 195 États, la 25e édition à Madrid en décembre dernier s'est révélée décevante et n'a enregistré aucune avancée sensible. En Europe, le Green Deal, le pacte vert destiné à faire du continent le premier continent neutre en carbone dès 2050, ce Green Deal a été présenté le 11 décembre dernier par la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Au moins 25% du budget de l'Union devrait à terme être consacré à la transition écologique. En France, le président de la République s'est adressé le 10 janvier aux 150 citoyens de la Convention sur le climat, cet outil inédit de démocratie participative né à l'occasion du grand débat. La lettre de mission du gouvernement fixe pour objectif de réfléchir aux moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Pour l'économiste du MIT Andrew McAfee, ce qui motive les gouvernements comme les entreprises, c'est d'abord l'action de la société civile, c'est elle qui suscite la pression nécessaire à tous les changements. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je crois qu'il faut revenir effectivement d'abord sur cette question des incendies australiens, appelés, on le sait tous maintenant, The Monster, et qui ne sont pas des incendies australiens, ce sont des incendies mondiaux, puisqu'aujourd'hui, ce sont toutes les côtes américaines, le Chili, l'Argentine, qui sont touchées, qu'on sait que les glaciers néo-zélandais ont changé de couleur, ils sont devenus jaunes, et que ça va sans doute accentuer, puisque le blanc réfracte la lumière, ça va accentuer encore le réchauffement climatique. On sait aussi que le Premier ministre australien, qui est climato-sceptique ouvertement, Scott Morrison, aujourd'hui subit une baisse de sa popularité très importante. Et quelque part, comment est-ce que ça va rejaillir, avoir un effet sur Donald Trump? On est dans une situation où il faut rappeler que Donald Trump vient de sortir de l'accord de Paris, puisqu'il fallait 3 ans après l'approbation pour en sortir. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant et effrayant en même temps, c'est que d'une certaine manière, la nature rattrape les politiques climato-sceptiques. Il faut mesurer aussi combien, dans cette période à la fois, vous l'avez souligné, effrayante, inquiétante, qui donne le sentiment que la catastrophe et l'apocalypse sont là, il y a aussi des signes intéressants d'évolution profonde, et notamment des signes politiques, puisque je crois qu'on s'intéresse vraiment à la question de la gouvernance aujourd'hui. Les signaux politiques, moi je voudrais insister là-dessus, parce qu'au fond, nous sommes tous effarés, paralysés par cette espèce de catastrophe naturelle. Il faut regarder le positif et il faut rappeler combien l'action est possible. Je crois que c'est un point essentiel. Rappeler d'abord qu'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, avait, avant cette COP25 qui effectivement a été marquée par une vraie paralysie, dit de façon extrêmement claire qu'il fallait agir et non plus continuer à négocier, se réunir sans rien faire. Et que pour cela, il avait, dans son sommet à l'ONU à New York, il avait associé le secteur privé et le secteur public et montré d'une manière assez forte qu'aujourd'hui, cette question de la gouvernance, elle n'est plus une question diplomatique, elle est une question où en fait il faut agir à l'ensemble des échelles. Je crois que c'est ça qui est essentiel et qu'il faut souligner ce matin. La question est à la fois d'être sur le très international, sur le très national, et au fond l'Australie va sans doute, qui est quand même un pays où les Verts avaient été, les Verts australiens, mais qui étaient en Tasmanie et non pas au centre du pouvoir, étaient parmi les premiers Verts à avoir émergé. Peut-être qu'ils vont prendre aujourd'hui une importance nouvelle dans cette gouvernance australienne, dans ce pays où la culture de l'extraction, la culture minière a fondé complètement
complètement la culture politique. Gutiérrez associe le secteur privé et le secteur public, et il dit bien que cette question de l'argent est essentielle, mais qu'elle n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, on voit se mobiliser les millions de dollars pour ressusciter les koalas. On voit bien que tout ça montre que la question de la valeur de l'argent est d'une certaine manière, et au fond de l'importance du capitalisme, est complètement questionnée par ce qui vient de se passer. Donc un changement de valeur, un changement d'action politique, et en ce sens, ce qui se passe au niveau européen avec Ursula von der Leyen, vous en avez parlé Philippe, la façon dont elle a mis ce Green New Deal en avant, vu encore il y a quelques mois, il y a 2 ans encore, comme une espèce de vocation gauchiste portée à la fois par les sociodémocrates et par Diem 25, donc par ceux qui n'avaient pas vocation à exercer le pouvoir, c'est quelque chose de très intéressant. Et au fond, à travers ce Green New Deal, on s'aperçoit que retrouver des objectifs pour les institutions via l'écologie est quelque chose qui, depuis quelques mois, est en train de devenir possible. C'est une évolution très importante, et symbolique. Encore reste-t-il essentiel de lui donner un contenu, c'est-à-dire qu'on reste dans l'ordre du discours programmatique. Ursula von der Leyen a été approuvée par le Parlement européen parce qu'elle a parlé de Green New Deal et qu'elle a su se donner d'une certaine manière une spécificité par rapport à d'autres leaders politiques, alors même qu'elle était plutôt en difficulté en termes de comptage des voix. L'écologie trouve donc aujourd'hui, dans son articulation avec le politique, une nouvelle étape, mais il reste à la fois donner du contenu, à trouver matière à faire le lien avec les acteurs qui agissent, puisque le politique est souvent frappé d'impuissance. Et puis, vous parliez d'Emmanuel Macron, qui a été devant la Convention citoyenne pour le climat, devant ses 150 citoyens tirés au sort. Ce qu'il a dit, Emmanuel Macron, c'est à la fois je ne suis pas un spécialiste et vous avez voix à la parole et vous trouverez moyen d'agir à travers des décisions. Certes, mais ce qu'il a dit aussi, c'est au fond, la décision sera sans doute de l'ordre du référendum, peut-être du Parlement, mais aussi du référendum, sans que la question des contenus soit jamais abordée. Et au fond, ce qui est essentiel aujourd'hui pour trouver de la gouvernance sur la question écologique, c'est à la fois de transformer les contenus, et on verra ce qui ressortira des propositions citoyennes. Espérons qu'elles soient suffisamment à la fois précises et globales pour ne pas donner l'impression qu'on s'intéressera seulement au recyclage des déchets alors que la planète brûle. C'est quand même ça, la question des échelles aussi. Et que le référendum promis par Emmanuel Macron n'est pas pour les politiques une manière d'esquiver leurs propres responsabilités en renvoyant à la société toujours la responsabilité de décider, alors même qu'on est sur un sujet d'une extrême complexité où le référendum à la française a souvent été une manière de dire noir et blanc, alors que l'écologie n'est jamais du noir et blanc. Richard Verly. Ce qui m'inquiète en ce début 2020, c'est quand même l'isolement européen. Donc évidemment, ce que dit Lucile est très juste. Les ambitions déployées par la Commission européenne avec les propositions de Madame von der Leyen sont très intéressantes. On va voir si elles sont suivies des faits. On peut penser qu'elles le seront parce qu'il y a la pression des Verts dans les opinions publiques et dans différents parlements et gouvernements. Mais quand on dézoome un petit peu, qu'on prend de l'altitude, on s'aperçoit du profond isolement européen. Et ça, je dois dire que ça m'inquiète énormément. Il se trouve que je reviens d'Asie. J'étais en Asie du Sud-Est il y a quelques jours. Il y avait un pic de pollution, en l'occurrence à Bangkok et à Kuala Lumpur. Et quand vous êtes dans ces pics de pollution, que vous voyez les chantiers de construction émerger littéralement sous vos yeux et de façon ininterrompue, il n'y a aucun moratoire, il n'y a aucune réflexion, sur la nature des constructions, sur la manière de construire, sauf le mot Smart City que vous retrouvez maintenant à peu près partout dans tous les documents donnés par les gouvernements. Ça a franchement de quoi inquiéter. Alors quand on revient sur la position de Donald Trump et le retrait des États-Unis, quand on voit, sauf erreur de ma part, le silence actuel des Chinois sur la question du climat, alors qu'ils ont plutôt été offensifs il y a quelques années, on n'entend pas le président Xi parler de climat en ce moment du tout. On l'entend beaucoup parler de son initiative des nouvelles routes de la soie, installer des infrastructures dans tout ce collier de perles en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, mais la question du climat semble pas mal évacuée. Donc tout ça m'inquiète. Regardez le Brésil, on a en ce moment même cette réunion des tribus amazoniennes à Piaraçu, qui est une localité de l'état du Mato Grosso, et eux, ils sont littéralement en guerre contre Bolsonaro. Ce n'est pas encore une guerre armée, encore que. On voit bien que des bandes criminelles un peu à la solde du gouvernement tentent de les évacuer. Donc oui, tout ça m'inquiète, malgré les propositions de von der Leyen. Et au fond, je pense qu'il y a un moment où on va devoir prendre une mesure plus que aller vers l'effet d'annonce, et cette mesure ne peut être aujourd'hui pour l'Union européenne, à mon avis, qu'une taxe climat aux frontières. Il faut
absolument en arriver là. Je ne sais pas quelles seront toutes les conséquences économiques, on peut en discuter, c'est un autre débat, mais tant que l'Union européenne n'aura pas franchement indiqué à ses partenaires commerciaux que l'entrée sur son marché, qui est quand même considéré comme l'un des plus lucratifs de la planète, eh bien que cette entrée est conditionnée à une taxe climat, eh bien je pense que les choses n'avanceront pas et que la prise de conscience restera au fond intra-européenne. Or, entre Européens, on peut discuter de beaucoup de choses, on peut agir beaucoup mieux. Lucille a parfaitement raison, mais est-ce que c'est l'Europe qui tient les clés de l'équation climatique ? J'ai bien peur que non. Qui dit Europe dit Nicole Niesotto. Oui, je vais nuancer cette conclusion de Richard Verly, mais d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, il y a une espèce de paradoxe. La prise de conscience aujourd'hui, elle est pratiquement unanime, consensuelle et apocalyptique. Même à Davos, le global risk est devenu maintenant le risque majeur. Dans les agences de notation ou dans les agences comme McKinsey, le risque climatique est le risque majeur. Et en même temps, la gouvernance de ce risque est très, très, très aléatoire, très molle, très incertaine et pratiquement inexistante. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord s'interroger pour savoir pourquoi c'est si difficile d'avoir une gouvernance mondiale sur le climat, alors qu'on a une gouvernance mondiale sur la paix et la sécurité internationale avec ses défauts, mais c'est quand même la Charte des Nations Unies, le droit international, le Conseil de sécurité, avec action et pénalité quand on ne respecte pas les règles. Malgré tous les critiques que l'on peut mettre à ça. Mais sur le climat, ça n'existe pas. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, les acteurs ne sont pas les États. C'est une des premières menaces mondiales où les États sont un acteur parmi d'autres, alors que pour la paix et la guerre, ils sont l'acteur essentiel. Et Lucille l'a dit, on a eu au moins 3 acteurs qui sont co-responsables de l'aggravation climatique, qui sont les États, les villes et les entreprises multinationales. Et donc, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faudrait mettre autour d'une table non seulement les 196 États de la planète, mais toutes les entreprises multinationales, toutes les villes. Donc, c'est pratiquement impossible. C'était une des raisons pour lesquelles la COP21 a été inventée. Moi, je crois qu'il y a beaucoup on se fait beaucoup d'illusions sur le progrès que représente la COP21, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais ça, c'est une difficulté majeure. Il y a le risque climatique est un risque multidimensionnel et on ne sait pas concrètement mettre autour d'une table l'ensemble de ces acteurs. Le deuxième difficulté, c'est que les victimes ne sont pas non plus forcément des États ou des peuples. Quand on prend par exemple l'eau, ou l'Amazonie, on ne sait pas qui peut prendre la défense de ces enjeux qui sont les premières victimes du climat. Et un des grands sujets maintenant, notamment des ONG vis-à-vis du droit international, c'est d'obtenir que ces entités, l'Arctique par exemple, pour lequel il n'y a pas de traité alors qu'il y en a un sur l'Antarctique, l'Amazonie, acquiert la personnalité juridique de façon à ce qu'elle puisse, comme les États, se défendre ou être défendue par des ONG et des avocats. Ça, c'est un deuxième point très important. Et le troisième point, c'est que le droit international ne sait pas ce que c'est que le risque climatique et encore moins le réfugié climatique. Et on a déjà des dizaines de millions de réfugiés climatiques dans le monde qui n'existent pas en termes de droit international. Le HCR des Nations Unies s'en occupe un peu, mais en fait, il faudrait véritablement que le droit international intègre cette notion de réfugié climatique. Donc ça, ce sont des contraintes, disons, un peu structurelles. Et puis, il y a la contrainte politique qui est absolument majeure. Et c'est pour ça, moi, je veux bien Madame von der Leyen, le New Green Deal, ou... enfin, quand même, la 2 contraintes politiques, c'est premièrement la souveraineté nationale qui bloque absolument tout. Par exemple, les feux en Amazonie. Pourquoi Bolsonaro s'est à ce point irrité contre Emmanuel Macron ce mois d'août au G20 ? C'est parce que le Brésil est un pays souverain et même si on peut le regretter, il a le droit d'avoir une politique économique qui est axée en grande partie sur la déforestation de l'Amazonie. Il a le droit. De même, autre exemple, la Malaisie, qui est le premier producteur d'huile de palme, vient de tenter une action en justice à l'OMC
contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne a pris la décision de réduire considérablement l'huile de palme dans ses biocarburants. Elle est en train de ruiner la Malaisie. Et donc, la souveraineté des États, on peut le regretter, mais c'est quand même un des obstacles politiques majeurs. On ne voit pas comment on refuse le droit d'ingérence contre les génocides en termes de paix et de guerre, et comment on pourrait accepter une ingérence climatique. Et la deuxième difficulté politique, c'est la plus forte, la plus grosse, et là, c'est pour ça que je crois beaucoup, je crois très peu à ces nouvelles initiatives de la Commission, mais c'est qu'il y a une opposition frontale entre une vraie gouvernance du climat et le maintien du libéralisme économique tel qu'on le pratique. Alors on peut avoir des ajustements à la marge, mais je crois que là, pardon Richard, je reviens à ce que je disais en début, il y a deux fausses bonnes idées à mon sens. Un, c'est faire du marché la solution aux problèmes climatiques, c'est-à-dire la taxe carbone et autres taxes, c'est quand même le marché qui corrigerait le marché. Et ça ne marche pas. Ça, c'est la première mauvaise idée. Et la deuxième autre mauvaise idée serait la contrainte politique. Et moi, je vois un risque quand même d'autoritarisme écologique si on n'y prend pas garde. Marc-Olivier Padis. Moi, je retiens deux choses de ce sujet. La première, c'est que la catastrophe, c'est maintenant. Il y a quelques années, on disait « protégeons la planète pour les générations futures ». Bon, maintenant, c'est pas les générations futures, là, c'est tout de suite. Et la deuxième idée, c'est qu'avec l'Australie, le débat change un peu de nature. Nicole a rappelé à juste titre le débat qu'il y a eu à propos de l'Amazonie il y a quelques mois, où Emmanuel Macron avait dit « mais les Brésiliens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de la forêt amazonienne, c'est un bien public mondial ». Et Bolsonaro avait dit « c'est du néocolonialisme, c'est insupportable, etc. » Et ce qu'on voit avec l'Australie, c'est qu'en fait, on n'est plus dans cette situation néocoloniale. C'est-à-dire que l'Australie n'est pas un pays en développement qui a besoin de défricher les forêts pour de nouvelles cultures et pour sortir de la pauvreté, etc. En principe, ils ont les moyens, ils ont des pompiers qui sont tout à fait compétents. C'est pas un problème de sous-équipement. C'est simplement que la situation est immaîtrisable. Et donc, on est confronté à cette difficulté en quelque sorte, de biens publics mondiaux à gérer, les forêts, ou ce qui absorbe, ce qui limite l'effet du réchauffement, et puis un système de décision qui n'est pas adapté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte ? Il y a une série de solutions. Premièrement, là pour contredire Nicole, qui a dit qu'il y a une prise de conscience globale, moi je pense que le premier réflexe, et les psychologues diront c'est naturel, le premier réflexe c'est le déni. Et c'est extraordinaire parce que le déni est fort. Moi, je suis fasciné, c'est un peu anecdotique, mais par l'Open de tennis en Australie. C'est-à-dire, en fait, la fédération de tennis, les organisateurs, je ne sais pas qui c'est, de l'Open de tennis, disent « mais on va jouer, il n'y a pas de problème ». L'air est classé entre très malsain et dangereux. Et on fait jouer des joueurs en plein air pendant 5 heures, en plein effort, alors que la population est consignée dans leurs appartements. Il ne faut surtout pas sortir. Et donc, tout le monde fait semblant. On dit, ah ben non, parce qu'on a une pénalité à payer de 100 millions si on annule le tournoi, etc. Donc, il faut maintenir le tournoi. Je trouve que c'est absolument extraordinaire. Donc, on voit bien, c'est-à-dire le discours de Trump, le discours du Premier ministre australien qu'a cité Lucille, c'est mais continuons comme avant. Trump, il dit on va avoir des réfrigérateurs plus puissants, des machines à laver plus puissantes, etc. Donc, faisons comme si de rien n'était. C'est le réflexe normal et je trouve que c'est quand même assez fascinant à observer. Bon, deuxièmement, plus sérieusement, la deuxième option, c'est la gouvernance mondiale, c'est-à-dire effectivement les accords internationaux, l'accord de Paris, etc. Mais comme vous l'avez tous rappelé, bon, c'est des accords non contraignants. Hein, et aujourd'hui, l'atmosphère est plutôt au retour à la souveraineté. La souveraineté des États, c'est Trump, c'est le Royaume-Uni, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Brésil, qui disent ne vous occupez pas de nos affaires, on fait tout seul, etc. On voit bien que ça va pas tenir, mais on n'arrivera pas à un système de gouvernance mondiale contraignante. Ça, c'était un peu une idée des années 90, on a renoncé. La grande question était qu'il n'y a pas de gendarme mondial. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'y a pas de jardinier mondial. Ce qu'il nous faudrait, c'est les jardiniers mondiaux ou les pompiers mondiaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire de l'incitation, de l'exemplarité, de la pression morale, du shaming pour faire plaisir à Philippe, hein, en disant voilà, c'est pas bien, faut pas prendre l'avion, faut prendre le train, etc. C'est un peu limité. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aider les pays qui sont les plus exposés, donc des transferts massifs. C'était ce que voulaient faire des transferts financiers. La Norvège, par exemple, avait mis en place un plan avec le Brésil en disant, écoutez, l'Amazonie, c'est un bien public mondial, donc nous, on vous paye
pour que vous préserviez la forêt africaine. Et en quelques années, l'Amazonie. En quelques années, la Norvège avait transféré 1 milliard au Brésil pour qu'il protège la forêt. Le problème, c'est que c'est très insuffisant. C'est-à-dire que le service écologique global rendu par l'Amazonie à la planète entière, ça vaut beaucoup plus qu'1 milliard. Ça vaut probablement des dizaines, des centaines de milliards. Et on n'est pas capable de transférer ça. Et donc, est-ce qu'il faudrait payer les Australiens pour qu'ils arrêtent leurs mines de charbon? On voit que là, c'est des sommes. On ne voit pas comment on pourrait réunir des sommes pareilles. Donc, quatrièmement, eh bien, il y a quand même les outils économiques. Alors, je suis d'accord avec ce que... Enfin, je comprends le point de vue de Nicole, dire le libéralisme économique, ça ne va pas marcher, mais en même temps, c'est compliqué de faire sans. Donc, pour le moment, il vaut mieux impliquer les entreprises, les multinationales. Il n'y aura pas de solution sans marché non plus, même si ce n'est pas le marché qui a la solution tout seul. Et de ce point de vue-là, les accords économiques sont quand même un levier très très fort pour l'Europe, c'est-à-dire conditionner tous les accords économiques à des engagements très très forts climatiques. Richard l'a dit, la taxe carbone aux frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, l'Europe a un impact carbone qui est assez bon, mais parce qu'on fabrique beaucoup moins chez nous. Et donc, l'idée, c'est que les paires de baskets qui sont fabriquées en Asie, quand elles arrivent sur le marché européen, on dit, pour fabriquer ces baskets, on a émis tant de gaz à effet de serre, et donc on va taxer d'autant la fabrication, et donc jusqu'à ce que, pour limiter les coûts et rester compétitifs, eh bien, les pays exportateurs vers chez nous se mettent aux normes. Et donc, en fait, il faut un peu... Enfin, c'est une des perspectives, c'est de dire, il y a un club de pays qui vont faire bien, qui vont essayer d'inciter et qui vont montrer, c'est un peu la trajectoire qu'on peut espérer, qu'on peut découpler la croissance économique de l'augmentation des émissions de GES et du volume de ressources naturelles consommées, GES, gaz à effet de serre, pardon. Et donc, ça veut dire d'améliorer tous les processus de production, de chasser les gaspillages, de revoir nos modes de consommation. Et donc, c'est une transformation générale de notre système. Lucille Schmitt. Oui, plusieurs choses. D'abord, il faut avoir en tête que ces feux australiens sont en fait des feux qui existent sur l'ensemble du globe. C'est-à-dire que The Monster, ces feux qui sont impossibles à maîtriser, existent déjà en Europe. Je crois que les premiers qui ont été constatés, c'était au Portugal. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de la planète, on est dans une phase où aujourd'hui, on est face à des phénomènes incontrôlables et qui posent la question différemment du dérèglement climatique. C'est pas seulement les générations futures, c'est avoir en tête qu'il s'agit de s'adapter à un nouveau contexte. Et dans la négociation des COP, il y a toujours cette question de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter. Jusqu'à présent, on pensait que s'adapter, ça concernait le Sahel, ça concernait les Africains, tous les moins développés. Et en fait, nous sommes maintenant dans cette logique de l'adaptation, ce qui signifie une transformation profonde de nos manières d'agir et de penser. Il ne s'agit pas seulement de penser maintenant ou de proclamer, il s'agit d'avoir une pensée de l'action et un agir qui sont en fait une transformation profonde, y compris pour survivre, et ça je pense que c'est un point important par rapport évidemment à la responsabilité politique. Ensuite, en dézoomant, comme dit Richard, et ça me fait rire, la question que pose l'écologie, c'est des questions plus générales et quasiment à la fois philosophiques et politiques sur ce qu'on pensait être l'exercice de la démocratie, et ça a été rappelé par Nicole, on est dans une considération, aujourd'hui, la place prise par les sciences donne le sentiment qu'un nouvel autoritarisme, et c'est un questionnement permanent aujourd'hui, sur autoritarisme vert, expertise ou question démocratique, on va pas la résoudre ce matin. Moi, je penche évidemment pour la question démocratique, mais c'est un point essentiel. La deuxième chose, et on le voit aussi d'ailleurs dans le débat entre Australiens, quand un milliardaire australien qui s'appelle Andrew Forrest, mais qui a fait donc fortune dans l'extraction, dit « Je donne des millions pour lutter contre les feux, mais je tiens à vous dire que c'est plutôt les hommes qui ont causé les feux. » Donc il ne veut pas, il est climato-sceptique, et il dit au fond, par le progrès technique, on y arrivera en donnant de l'argent et en mettant en place d'autres machines pour lutter contre les feux. Donc au fond, ce sur quoi nous questionne l'écologie, c'est la question de notre conception du progrès technique, progrès social. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Et ça, c'est un point qui est devant nous, qui est absolument passionnant. Et puis, troisième point rapide, ça pose la question de la sociologie des dirigeants. Évidemment, Trump, Bolsonaro, je tiens à dire quand même que Lula et Dilma Yousseff étaient au fond aussi climato-sceptiques, mais enfin en tout cas avaient une vision très productiviste. Il ne le disait pas, il ne proclamait pas aussi haut et fort que Bolsonaro, mais il faut voir qu'il y a quand même eu toute une dynamique au fond de productivisme contre laquelle il faut lutter. Et donc tout le sujet, c'est croître autrement. Et puis rappeler un truc que disait Jean-Pascal Ypersel, dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, c'est que dès 1989, le GIEC a dit qu'il y aurait des méga-feux.
Et donc, on est en 2020. Et donc, c'est pas seulement, c'est la question du déni posée par Marc-Olivier, mais c'est aussi la question de la virtualité et de la réalité. C'est-à-dire que, au fond, les rapports, c'est de la virtualité, et face à la réalité, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que nous disent les rapports? Est-ce que tout n'a pas déjà été dit sur le constat, et comment on agit? Je crois que c'est ça le sujet. Nicole Nisotto. Rapidement, je crois que Marc-Olivier a touché un point très important qui est la définition... Je vais faire une mauvaise blague, mais quand vous dites rapidement, il n'y a pas le feu, prenez votre temps. Ah, ok. Merci Philippe. Donc, la notion de bien public, ça je crois que c'est une piste qu'il faut creuser parce qu'on peut arriver à des résultats partiels mais importants si on arrivait à définir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, collectivement ce que sont les biens publics. On arrive très bien à défendre le patrimoine mondial de l'humanité sur le plan culturel, ça on arrive parfaitement à le faire, et on ne sait pas appliquer à la nature ce que l'on fait pour les œuvres d'art, les monuments historiques, etc. Mais donc, si on arrivait à définir quelques priorités, quelques biens publics mondiaux, comme la forêt primaire ou l'eau, ça relève d'une négociation purement intergouvernementale. Il faut que les États s'y retrouvent, et ça n'est pas impossible d'avoir cet aspect qui donnerait à la communauté internationale 2 ou 3 priorités urgentes, urgentissimes, sur lesquelles on mettrait les fonds, l'énergie, etc., au lieu de se disperser en faisant un peu de biodiversité, un peu de forêt, un peu d'eau, un peu de caoutchouc, etc., etc. Deuxième point, la COP21. Et pour illustrer ce que je dis, la contradiction entre l'objectif environnemental et le maintien du libéralisme tel qu'on le pratique aujourd'hui. Marc-Olivier Padis dit qu'il ne faut pas aller jusqu'à la remise en cause du libéralisme, et c'est exactement ce que vous avez fait, Marc-Olivier, en conclusion, en disant qu'il faut changer de système. Donc moi, je le dis en introduction, c'est notre seule différence, mais regardez la COP21, dont on se gargarise. C'est vrai que la COP21 a eu l'originalité d'associer différents acteurs, pas seulement les États, mais les villes et les entreprises, mais sur le fond, qui est-ce qui a dicté l'agenda de la COP21? Il n'y a ni le transport aérien, ni le transport maritime, il faut quand même le dire. Ces émissions de gaz à effet de serre du transport aérien et du transport maritime ne sont pas incluses dans la COP21 parce que les lobbies notamment des armateurs et des transporteurs ont joué leur rôle. Donc il ne faut pas non plus se cacher derrière la forêt, si je puis dire, derrière l'arbre. Et troisième point, sur le levier économique et la taxe carbone ou les taxes à l'entrée dans l'Union européenne, oui, dans un monde idéal. Mais est-ce que l'Union européenne, pour appliquer le programme de Madame von der Leyen, va faire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire refuser tout accord commercial avec des pays qui ne respectent pas l'objectif de neutralité carbone? Si c'est le cas, il faut qu'on renonce au Mercosur, qu'on a signé en juillet, et à tous nos accords, en particulier les accords de Cotonou avec les pays africains. C'est pas crédible, pas une seule seconde crédible, parce que ces pays ne respectent pas la neutralité carbone. Donc je crois, c'est très bien d'avoir des effets d'annonce, mais je pense qu'au niveau politique, l'Union européenne, elle est peut-être exemplaire sur ses propres émissions, mais elle n'a pas la solution pour la contrainte des autres partenaires. Juste une parenthèse avant de donner la parole à Richard Verly. Vous avez parlé de cette assemblée de 150 personnes tirées au sort que le président de la République a bien voulu honorer de sa visite la semaine dernière. Mon attention a été attirée par le Canard enchaîné sur le site de cette commission et sur les propositions qui y sont faites. Je n'ai pas encore eu le loisir d'aller vérifier, mais si c'est dans la, dans la ligne qui est retenue par le Canard enchaîné, c'est-à-dire un ensemble d'interdictions, de prohibitions, de malédictions, d'excommunications, de tout ce qu'on voudra, c'est Calvin dans la période où il fait brûler Michel Servet. Enfin, c'est vraiment de cette chose-là. Apparemment, Marc-Olivier et Lucille ont des informations différentes. Alors, je donne la parole, pardon Richard, mais nous reviendrons vers vous. Je donne la parole, sinon à la Défense, au moins à un autre son de cloche. Quelle est la première des deux cloches qui veut s'exprimer? Je vais faire la première cloche, si vous voulez bien. Oui, non, le Canard enchaîné est allé un peu vite sur cette information parce qu'ils sont allés voir en fait une partie du site internet de la Convention citoyenne qui est ouverte aux contributions libres des internautes. Et donc, ce ne sont pas les propositions des citoyens qui ne sont pas encore élaborées pour le moment. En revanche, comme on fait maintenant dans toutes les consultations publiques, on ouvre une page où on dit aux gens donc tous les internautes, venez nous faire nos propositions. Et donc là, effectivement, c'est la foire à neuneux, il y a un peu
toutes les propositions, etc. Et donc, le Canard enchaîné, effectivement, relève des choses assez amusantes, mais a joué la facilité parce que ce ne sont pas les propositions des citoyens. Mais je dirais une deuxième chose qui est... C'est la cloche la plus volubile. Moi, c'est Big Ben, là, une fois qu'on m'a donné la parole. Non, mais c'est intéressant parce que je suis un peu les débats. C'est-à-dire que Big Ben est en panne. Moi, je n'ai pas encore Boris d'extinction Johnson de voix. n'arrive pas à trouver l'argent pour la réparer. Donc, ce qui est intéressant, justement, parce que c'est le défi qui est posé aux citoyens, c'est de dire, allez-y, faites des propositions. Et pour le moment, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, en fait, parce que c'est des gens tirés au sort, donc qui avaient des degrés de connaissance et de maturité sur le sujet très différents. Et le premier réflexe, c'était de dire, en fait, il y a des mesures très simples à prendre, on va recycler les bouteilles en plastique et tout va aller très bien. Et donc, dans un premier temps, ils ont pris conscience du fait que ça, c'était pas à la hauteur de l'enjeu. On est quelque chose qui est beaucoup plus haut. Et deuxième temps, le réflexe un peu, c'est de dire, il y a de l'argent caché, il faut prendre aux riches, on va interdire les yachts, il y a des niches fiscales, des choses, ça va résoudre tous les problèmes. Et puis là, il y a encore effectivement, parce que l'idée, c'est de mettre ces citoyens en contact avec des experts qui disent, il faut pas rêver, il n'y a pas de l'argent caché, et donc maintenant, il va falloir toucher à nos modes de vie. C'est ça qui est difficile. Et donc, est-ce que les citoyens vont franchir l'obstacle? Et c'est pas qu'Emmanuel Macron ait refusé de dire ce qu'il pensait. Il a dit, mais allez-y, il les a un peu mis devant leurs responsabilités. Allez-y, franchissez l'obstacle, faites des propositions, on verra bien, mais sachant que c'est pas des propositions populaires qu'il faut faire. Il faut changer les modes de vie des autres. Lucille Schmitt. Oui, deux petites choses. D'abord, il y a aussi, il n'y a pas que le Canard enchaîné, il y a France Info aussi qui a fait un petit compte-rendu, en fait, notamment d'audition de certains experts sur son site, et c'est assez intéressant. Et c'est évidemment moins tourné en ridicule, parce qu'ils ont ce truc du fact-checking, là. Et donc, ce qui est assez intéressant, malgré tout, par rapport au Canard, c'est que ils mettent le doigt sur ils mettent le doigt sur un truc très important chez les écologistes, c'est que quand on met 3 écologistes dans une salle et qu'on leur demande de faire des propositions, c'est toujours on interdira de prendre l'avion, on interdira de prendre la voiture et on interdira de manger de la viande. Donc il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on rend évidemment ce projet écologique. Il ne suffit pas de dire il y a une écologie positive et comme dit Ségolène Royal, et puis il y a une écologie punitive. Tout ça est ridicule. La question c'est comment est-ce qu'on s'aperçoit que l'écologie peut être une source de liberté et non pas seulement une source d'interdiction. Moi j'ai eu un débat là-dessus sur l'interdiction des terrasses chauffées des cafés. On m'a dit voilà, vous allez nous interdire d'être tranquillement dehors en profitant quelque part de l'open air, quoi. Mais le sujet, c'est au fond... L'open air, vous voulez dire le plein air. Le plein air, voilà. Excusez-moi, je perds la tête. Mais en fait, toute la question, c'est qu'est-ce que c'est que la liberté? Donc, on revient sur des débats que je trouve très intéressants et très philosophiques. C'est-à-dire que ma liberté de crever la bouche ouverte dans un air pollué, je ne la quête pas tant que ça. Mais la question ensuite vient de la liberté pour tous, puisque l'écologie populaire reste à inventer. Donc, on a beaucoup de choses là-dedans qui sont intéressantes. Moi, je trouve que dans le truc de France Info, ils ont reçu, par exemple, Valérie Cabanès, qui est une chercheuse qui promeut, qui partout, la notion d'écocide, en disant, au fond, cette question du lien entre l'homme, les êtres humains et la nature, notamment dans certaines sociétés primitives, et notamment dans les sociétés amazoniennes, il faut le faire. Et qui dit, au fond, il faut donner une force juridique, je reviens à ce que disait Nicole, mais à de nouvelles notions. Donc, et qui a dit, mettons dans l'article 1 de la Constitution, inscrivons l'idée de la République écologique. Donc, c'est pas seulement... Ce qui est intéressant chez ces citoyens, c'est aussi la montée en généralité. C'est-à-dire qu'au début, on a dit, les citoyens, lambda, et tirés au sort, ça s'intéresse aux poubelles, à l'alimentation, au Nutri-Score. Mais là, ils sont en train de devenir des citoyens politiques. Et donc, l'articulation entre la montée en généralité de l'écologie et le fait d'exercer sa responsabilité citoyenne, je trouve ça assez passionnant. Richard Verly, après cette parenthèse que j'ai imprudemment ouverte. Oui, je voudrais revenir quand même peut-être bassement, stupidement aux considérations économiques et notamment à cette taxe climat aux frontières. Ce que je constate quand même, alors bien évidemment, les rapports de force ne sont peut-être pas les mêmes, mais c'est que quand Donald Trump tape du poing sur la table en disant aux Chinois, désormais, nous allons taxer vos produits pour telle et telle raison, in fine,
il obtient relativement gain de cause. Bien évidemment, il n'obtient pas tout ce qu'il veut, mais il obtient des résultats. Et donc moi, je pense que certes, la taxe, pardon Nicole, ce n'est pas idéal. On peut toujours rêver de changer de système et de passer d'un système productiviste, capitaliste à un autre système, à une économie écologique, mais nous n'en sommes pas là et on voit bien, si l'on écoute ce qui vient d'être dit, que ça prendra du temps. En réalité, constatons que l'Europe a un outil, un levier. Aujourd'hui, c'est son marché. Encore une fois, c'est le marché le plus lucratif du monde. C'est le marché auquel le monde entier veut vendre des produits. Eh bien, utilisons-le, ce levier, et obligeons nos partenaires commerciaux, et notamment les entreprises, eh bien, à prendre en considération ce facteur climatique. Évidemment, il y aura des rétorsions, il faut en être conscient. Il y aura des produits européens qu'on pourra moins exporter. Ce sera plus difficile. Ça suppose de regarder ça plus précisément. Mais je ne vois pas comment on peut faire l'économie d'une mesure brutale qui, dans ce cas, n'est pas une interdiction, qui est simplement la prise en compte d'une nécessité, qui est celle de préserver l'environnement et de préserver le climat. Et ça passe par une régulation des échanges commerciaux. On ne peut plus continuer à importer en Europe des produits qui détruisent finalement l'environnement et le climat là où ils sont produits. Lucille Schmitt. Oui, je pense que ce qui est très important, c'est que les écologistes ont rarement, ceux qui étaient engagés, militants, ont rarement pensé le lien entre écologie et économie. Et il suffit pas de proclamer qu'une économie écologique va apparaître pour qu'elle apparaisse. D'où les débats assez passionnants d'ailleurs aujourd'hui sur capitalisme et écologie, le capitalisme vert existe-t-il? La croissance verte existe-t-elle? Tout ça est assez... et à chaque fois, on voit bien que si vous osez même poser la question, vous êtes coupable. Donc le sujet est à ne pas aborder strictement sous l'angle moral. Et il est aussi assez évident que depuis le début de cette émission, nous parlons beaucoup d'argent. Au fond, le bon indice sur les COP, c'est que le fonds vert va être alimenté. Le bon indice pour sauver l'Australie des feux, c'est qu'il y a des millions de dollars qui ont été déversés par des milliardaires, alors que nous voyons bien que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle valeur nous allons donner à la nature, quelle valeur nous allons donner non monétaire. Et c'est vrai que là, du coup, le sujet des biens communs est un sujet fondamental. Mais par ailleurs, on ne peut pas ne pas penser à la question de l'argent. La façon dont il est aujourd'hui affecté, distribué, dont la richesse circule ou pas. Derrière cette question de l'argent et de l'articulation entre économie et écologie, des questions vertigineuses se posent. D'abord, le fait de dire que la transformation écologique coûte trop cher est quand même une manière de justifier l'inertie. Par ailleurs, elle coûte cher, donc ça pose un problème de réaffectation des ressources à la fois publiques et privées, mais aussi dans le budget d'un ménage, de savoir comment est-ce qu'on décide de dépenser. Et moi, j'avais été beaucoup sur le site du Grand Débat National, où d'une manière qui n'était pas prévue, surprenante, l'écologie est arrivée pratiquement en tête des préoccupations des Français sur ce site, et on voyait des personnes qui disaient « moi j'ai un petit budget, mais voilà ce que je fais ». Et donc cette question de l'argent et de ce qu'on fait de sa ressource est évidemment une question qui est la première concrète, matérielle, pour dire comment on passe du discours aux actes. Ça concerne chacun, ça concerne les collectivités, ça concerne les gouvernements, et là-dessus, Ami Dahan et Stéphane Écoute, qui avaient écrit un remarquable ouvrage en 2015 qui s'appelle « Gouverner le climat », disaient bien que ce qu'ils appellent le schisme de réalité entre ce qu'on proclame dans l'accord de Paris et ce qu'on fait réellement dans l'espace national avec la souveraineté nationale, mais aussi avec les contraintes qui sont associées en termes d'emploi, de lutte contre les inégalités, d'aménagement du territoire. C'est tout ça qui est devant les États. Donc, comment fait-on pour créer une économie écologique, ou plutôt faire de notre système économique actuel quelque chose qui crée une dynamique écologique, parce qu'il ne faut pas toujours mettre écologique après toutes les manières qu'on avait de parler en s'imaginant que ça va résoudre les choses, c'est un sujet. Cette année, pour la présentation du budget, le gouvernement a mis en place des indicateurs verts et a commencé à regarder comment telle ou telle dépense, telle ou telle manière de dépenser pouvait être qualifiée d'écologique ou pas. Ça a été tout de suite critiqué en disant « mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est plus compliqué que ça ». Mais je trouve que c'est un très bon indice et une première entrée en matière. Oui, il y a aussi quand même, vous avez les uns et les autres parlé de la nécessité des modifications de mode de vie, des changements de comportement, etc. Dans le cas de la société française, cette question se pose dans une situation d'incivisme qui me semble
croissante. Je l'ai observé comme tout le monde à Paris. Tout le monde n'est pas à Paris, que ce soit une chance ou une malchance, je n'en sais rien. Mais pendant ces semaines de grève qui ne sont pas encore terminées, où on a pu, à travers la circulation, voir littéralement la guerre de tous contre tous. Le muflisme, comme disait Flaubert, qui considérait que c'était ce qui allait marquer l'âge du siècle qui suivrait le sien, bien ça peut-être arrivé à un tout petit peu de retard, mais ça y est. Et c'est un muflisme violent. On a d'ailleurs sûrement déjà oublié, parce qu'on n'aime pas se souvenir de ce genre de choses, que l'acmé de ce muflisme s'est traduit par des coups de poignard donnés par une automobiliste à 2 piétonnes après un échange d'injures, dont une a été très sévèrement touchée. L'idée que un mode de vie puisse se transformer autrement que de manière autoritaire, et là je reviens à ce qui, vous le disiez tout à l'heure, Marc-Olivier, a été non pas représentatif des 150 tirés au sort, mais de ceux qui se sont précipités sur leur site pour faire comme sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire dénoncer les autres et leur donner des devoirs et des règles et des impératifs catégoriques. C'est évidemment une alternative sinistre. Que celle d'avoir ou bien la guerre de tous contre tous et le muflisme dominant, ou alors des caméras, des surveillances, des reconnaissances faciales, tout ce qui est absolument épouvantable et à quoi nous sommes en train de nous habituer. Fin de la parenthèse. Je ne sais plus qui voulait parler, Marc-Olivier et Nicolas. Oui, non, mais effectivement, on est dans cette question sur... il y a l'autoritarisme à la chinoise pour régler la transition écologique. Il y a des gens qui y croient, même en Europe, qui disent, dans le fond, il n'y aura pas d'autres systèmes. Donc, effectivement, la question, c'est comment maintenir une délibération démocratique et des choix démocratiques sur ces défis qui semblent inédit et d'une ampleur vraiment particulièrement difficile. D'où la question de qu'est-ce qu'il faut laisser à des mécanismes de marché, malgré tout, dans l'évolution. Alors, évidemment, ça peut sembler un peu cynique de parler des prix. Lucille disait, la nature, ça n'a pas de prix. Et si ça en avait un, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'en Australie, on peut vous dire, si on annule l'Open d'Australie, ça va coûter tant de millions de dollars. Et 1 demi-milliard d'animaux qui ont été grillés dans la forêt, ça ne vaut rien. Ça n'a pas de prix, parce qu'on ne met pas un prix sur la vie des animaux. Mais si on le faisait, est-ce qu'on aurait une capacité à évaluer les choses ? En Californie, ces dernières années, la Californie est ravagée par des feux régulièrement. Les assureurs ont payé 24 milliards de dollars de remboursement pour les gens qui ont perdu leur maison, leur voiture, etc. 24 milliards, ça donne une échelle du montant. Alors, le Premier ministre australien dit que ça nous coûterait trop cher de fermer les mines de charbon. D'accord ? Mais par rapport à quoi ? Donc, alors évidemment, moi, je ne suis pas tout marché, mais c'est vrai que c'est un débat quand même qui est légitime. Deuxièmement, il y a quelques indicateurs. Donc, Lucille disait, le gouvernement a créé un compte qui permet de voir les investissements verts et maintenant ce qu'on appelle les investissements bruns, c'est-à-dire dans ce qui émet du carbone. Et il a créé là un instrument pour alimenter le débat public et pour le moment, pour se faire battre en disant « non, c'est pas au niveau, il n'y a pas assez de vert, il n'y a pas assez de brun, etc. » Les investisseurs, les grands investisseurs internationaux, ils commencent déjà à réfléchir en investissement vert et en investissement brun. Par exemple, la grande compagnie pétrolière saoudienne, Saudi Aramco, a décidé de rentrer sur le marché. Ça fait des années qu'ils en parlent et c'était censé être une introduction de marché très, très visible. Et ni Londres ni New York, d'ailleurs, n'a voulu que l'introduction du marché de Saudi Aramco se fasse chez eux parce qu'ils trouvaient que c'était pas en fait une très bonne publicité. Et cette introduction sur le marché n'a pas été du tout un succès parce que finalement il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui ont envie d'investir aujourd'hui dans les hydrocarbures. Autre petit signe, alors c'est un mini signe, mais on voit bien, on parlait des émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde les proportions, aujourd'hui le premier secteur émetteur, c'est les transports. Et d'ailleurs, au sein des transports, les avions... Exclus de la COP21. Oui, mais les avions, au sein des transports, c'est 4%.
Donc 4% du tiers des émissions. 51%, c'est l'automobile individuelle. Donc on voit bien que c'est là qu'on va toucher au tout voiture, à nos villes organisées, nos vies organisées autour de la voiture. Bon. La voiture électrique commence à arriver. Parce que les institutions européennes, notamment le Parlement européen, a mis des normes beaucoup plus sévères sur les émissions de gaz à effet de serre. Et avec le scandale du diesel, où on a vu qu'un certain nombre de constructeurs automobiles avaient faussé les résultats des mesures, finalement, tout le monde s'est dit on va passer plutôt directement à la voiture électrique. Et en Allemagne, aujourd'hui, il y a des études économiques qui sont parues cette semaine qui montrent que, en fait, les industries automobiles allemandes sont en train de changer leur ligne de production, parce que pour passer à la voiture électrique, il faut changer complètement toutes les lignes de production, et ils sont en train d'installer les lignes de production pour la voiture électrique. Et je signale aussi qu'il y a ce projet européen de batterie commune entre la France et l'Allemagne, ce qu'on appelle à tort l'Airbus des batteries, parce que la batterie, c'est entre le tiers et la moitié de la valeur d'une voiture électrique. Donc c'est un enjeu industriel absolument fondamental, il faut qu'on soit capable de le maîtriser. Et ça, c'est un projet industriel européen intéressant. Nicole Nisotto. Oui. Moi, que les choses soient claires, je suis pour le libéralisme économique et la démocratie politique qui va avec. Donc, je ne suis pas en train de dire il faut revenir au communisme au Moyen-Âge. Mais, quand même, il y a une contradiction entre... Je suis personnellement un grand partisan du Moyen-Âge, donc je vous prie de ne pas vous montrer désagréable envers cette période méconnue, maltraitée... Et foisonnante. Bien, Seigneur, bien. Où la situation des femmes était particulièrement intéressante. Continuez, femmes. Non, mais il y a quand même une contradiction entre, d'un côté, dire la transition elle est nécessaire, mais elle va être lente parce qu'on ne change pas du jour au lendemain nos modes de vie, notre amour de la voiture, etc., etc. Et d'un autre côté, de dire la catastrophe, c'est maintenant. Alors, moi, je remarque simplement cette contradiction. Si la catastrophe, c'est maintenant, eh bien, il faut changer maintenant de mode de production et de mode de consommation. Et donc, le véritable déni, c'est pas simple que les gens ne veulent pas croire à la catastrophe environnementale qui s'accélère. Le véritable déni, c'est de ne pas vouloir dire que le système d'économie libérale de marché tel qu'il se développe et tel que l'ensemble de la planète sous-développée veut le conquérir, c'est ce système qui est le premier responsable. Le déni, c'est de ne pas dire que notre système est responsable. Et je comprends très bien pourquoi les gouvernements ne veulent pas le dire. Mais tant qu'on ne fait pas ça, eh bien, on arrivera à des mesurettes qui ne changera rien. Deuxième petit point, si je peux, sur l'exemplarité européenne. C'est vrai que l'Europe a été exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique dès le départ. Le premier protocole de Kyoto, c'est une idée européenne qui date de 1995. La responsabilité sociale des entreprises et des organisations, c'est aujourd'hui codifié et parfois sanctionné au niveau des directives européennes retranscrites en droit national. Et c'est très important que les entreprises intègrent dans leurs activités une responsabilité environnementale et sociétale. Donc ça... La COP21 a été portée par l'Union européenne. Tout ça, c'est vrai. Mais l'exemplarité de l'Union européenne, à ce stade, et j'espère que ça ne sera pas dit pareil, elle est sans résultat. Les Américains ne nous suivent pas, nos performances ne sont pas à la hauteur, donc je ne crois pas que le commerce nous permettra d'aller plus loin. Richard Verly. Oui, sortons du commerce peut-être pour revenir sur des questions de méthodologie. On s'interroge beaucoup sur ce que doit faire une Commission européenne, sur les compétences respectives de la Commission et des gouvernements nationaux. Moi, je dois dire que, puisque le climat, et on en est tous d'accord, est une question absolument essentielle et immédiate, je ne comprends pas pourquoi sur 27 commissaires dans cette Commission européenne, il n'y en a pas 3 ou 4, voire peut-être 5, qui sont en charge du climat. C'est-à-dire, voilà un dossier sur lequel tous les gouvernements européens pourraient s'entendre pour dire que la Commission a maintenant le climat en charge. Et il faut, oui, c'est le cas. Il y a un super, peut-être, dicaster climatique, mais ce n'est pas aussi clair que
que ça. Il faudrait véritablement que les gouvernements européens aujourd'hui délèguent à la Commission un mandat de négociation, de réflexion climatique, et ça suppose d'abandonner peut-être d'autres sujets, de se dire qu'aujourd'hui c'est fini le temps où cette Commission européenne doit réfléchir à tout. C'est le climat sa priorité. Eh bien, c'est pas seulement une priorité budgétaire, parce qu'en plus, on le sait bien, le budget européen ne permet pas tout, loin s'en faut. Il faut réfléchir. J'ajoute, petite proposition, il y a un Parlement européen qui est vide à Bruxelles une semaine par mois. Vous savez que le Parlement européen déménage à Strasbourg. Donc pendant 3 semaines, il y a un Parlement à Strasbourg qui est vide, et pendant 1 semaine, il y a un Parlement à Bruxelles qui est vide. Eh bien, pourquoi ne pas faire une convention citoyenne climatique européenne qui chaque mois se réunirait dans cet hémicycle bruxellois qui est libre ? C'est sur cette proposition que je vous propose que nous passions à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en recommandant un numéro de Philosophie Magazine qui est assez raccord avec notre conversation. Il est intitulé « Collapsologie et vous, croyez-vous à la fin du monde ?» et il contient entre autres un long développement d'Alexandre Lacroix qui, lui, pose la question « Mais la fin du monde, vous la voulez comment ?» Marc-Olivier Padis. Alors, pour apporter un peu de légèreté à notre conversation et profitant de l'absence de François Bujon de l'Étang, qui est notre grand spécialiste de jazz, je voudrais recommander un disque de jazz de Lafayette Harris Jr., dont le titre est You Can't Lose with the Blues, qui est un peu dans la tradition du jazz Nouvelle-Orléans, un peu cajun, mais qui n'est pas néo-rétro, je dirais. C'est quand même tout à fait contemporain, extrêmement subtil, très enlevé, et c'est un moment de plaisir absolu. Lucille Smith. Alors moi, je vais recommander un roman qui traite d'écologie, mais qui est très drôle, je tiens à vous le dire, qui s'appelle Chimère. C'est un roman qui est paru en août 2019 d'Emmanuel Pirer, qui avait eu en 2012... le prix Médicis pour Féerie Générale. Et c'est un roman, en fait, qui nous emmène avec Emmanuel, qui est évidemment le double de la romancière, dans une sorte de vagabondage écologique, parce qu'elle doit écrire une tribune sur les OGM, elle n'y connaît rien, comme nous d'ailleurs. Et donc, elle va rencontrer, au fond, une chimère, déjà, c'est très intéressant, qui est en fait mi-homme, mi-chien, mais qui existe réellement, et qui est donc vautrée sur le canapé à regarder des films d'animation. Et elle va rencontrer des citoyens réunis en convention. Et c'est une convention européenne, exactement comme vient de le dire Richard. Et en fait, on a tiré au sort aussi les sujets dont doivent s'occuper les États. Et évidemment, la France, grand pays, les Français ne s'attendaient pas, enfin, ils pensent qu'ils ont droit à un sujet type nanotechnologie ou industrie verte, et ils tirent le temps libre. Et donc, ils sont très humiliés parce que c'est la Lituanie qui tire les nanotechnologies, mais au lieu de disserter sur le temps libre, ils vont concrètement expérimenter ce qu'est le temps libre, la paresse, la flânerie. Et donc, je vous laisse découvrir ce livre que je trouve d'une inventivité incroyable. La flânerie est-elle écologique et la paresse va-t-elle sauver le monde? Nicole Niesotto. Alors, moi, je vais rester aussi sur l'écologie, mais d'un point de vue très catastrophiste, en vous recommandant un film et un roman. Le film, à ma connaissance, qui est le film catastrophe prémonitoire sur les catastrophes climatiques, c'est Le jour d'après, par un réalisateur qui est un des maîtres du genre, Roland Emmerich. C'est lui qui avait fait déjà Independence Day. Et c'est un film extraordinaire qui est ancien, qui date de 2004, qui raconte la survie à New York quand il fait -20, -30. Et l'extraordinaire, c'est le début où on voit, il y a 3 cyclones, un sur l'Amérique du Nord, un sur l'Europe, un sur l'Asie, qui se rencontrent, et toute l'Amérique, enfin, tout l'hémisphère nord est dans un état de tempête climatique, ce qui fait que le Gulf Stream change de direction, d'où c'est un film. Bon, alors, il y a une histoire entre un père et un fils, mais moi, c'est un film que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Ma deuxième recommandation, c'est un roman beaucoup plus littéraire, beaucoup plus sérieux, qui est le roman de Laurent Mauvigné, qui s'appelle Autour du monde. Laurent Mauvigné a fait paraître ceci en 2014, je crois, et c'est un roman qui est fait d'une dizaine de petits romans, c'est exceptionnel, sur le 11 mars 2011, c'est-à-dire le jour du tsunami. Il y a 11 personnes ou 11 couples qui vivent quelque chose
extraordinairement intense qui va bouleverser leur vie, leur carrière. Et il y a notamment la première histoire, c'est sur ce couple qui fait l'amour au moment du tsunami et qui est un chef-d'œuvre de 30 pages de littérature. Et Laurent Mauvigné, qui publie aux éditions de Minuit, est un auteur que je trouve très maltraité peut-être par la critique. Il n'est jamais dans la liste des prix. Non, mais je pense que tant mieux pour lui, parce qu'il vaut bien mieux que ça, si je puis dire. C'est formidable, celui-là. Autour du monde, c'est un très, très grand roman. Il a été, par exemple, beaucoup servi au théâtre. Denis Podalides l'a interprété. C'est vraiment un auteur tout à fait original et très et très ce remarquable. livre-là, sur le tsunami, extrêmement extraordinaire. Richard Verly. Eh bien, nous avons beaucoup parlé de colère climatique lors de cette émission et je vais revenir sur la colère sociale et la colère sociale française à travers le prisme de l'histoire en recommandant 2 livres que j'ai lus consécutivement et qui, je dois dire, font un peu frémir. Le premier, c'est Paris sous la terreur d'Evelyne Levert aux éditions Fayard, qui raconte comment Paris s'est embrasé dans ces années folles de la terreur et comment la colère sociale est devenue une colère de sang. Et j'ai poursuivi par la biographie de Saint-Just, qui vient d'être publiée par les éditions Passé Composé. Elle est signée Antoine Boulan. Et là aussi, on voit combien, par moment, la France politique peut dérailler. Alors, à propos de Saint-Just, je signale qu'à propos d'abord de la terreur, on peut aller à Picpus, au cimetière de l'église de Picpus à Paris, où il y a les 2 fosses communes, dans lesquelles il y a, dans l'une, 1600 cadavres à peu près, dans l'autre, à peu près 1200, et dans celles où il y a les 1200, il y a les carmélites de Compiègne, celle du dialogue des carmélites de Georges Bernanos. C'est un cimetière très étonnant, parce que c'est un cimetière dans lequel le drapeau des États-Unis a flotté pendant toute la guerre, parce que il y a la tombe de Lafayette, et c'est un cimetière qui a été créé par les aristocrates pour les guillotinés, dont ils ont pu récupérer le corps, et pour les familles des guillotinés. Ça dure encore, c'est un cimetière privé, ouvert au public à certains moments, mais qui est un cimetière privé, et c'est un cimetière, quand on le traverse, on voit ce que l'aristocratie a payé en 14. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre du sens des responsabilités. Je pense au général de Castelnau, dont 3 des 4 fils. Il était chef adjoint à l'état-major. Quelle est la position plus commode pour planquer ses enfants, les envoyer dans des ambassades ou Dieu sait où? 3 des fils sont morts, et encore après, à la guerre suivante, il en est encore mort 2. Donc c'est un endroit très émouvant où tous les ans, d'ailleurs, il y a une messe dite en mémoire de ces victimes. Et j'ai oublié le deuxième point sur lequel... il y avait la terreur et Saint-Just. Et Saint-Just. Alors Saint-Just à Blérancourt, au musée de Blérancourt, qui est le musée franco-américain, il y a 2 choses qui sont... on se demande s'il ne faut pas se taper le derrière par terre. L'une est un buste de Saint-Just, et le cartel qui est en dessous du buste de Saint-Just dit que c'était un jeune homme qui était très préoccupé par le bien-être des enfants. Et il y a la reproduction de la déclaration de Wilson quand il apprend le renversement du tsar, et il y a une déclaration d'un optimisme absolument extraordinaire sur le communisme léniniste, les bolcheviks et leur sens de l'humanisme. Il y a des fois où, je m'excuse, mais Victor Hugo disait il faut 1000 ans pour faire un lieu commun. Il y a des fois où les clichés sonnent vraiment justes et on se dit que les Américains sont vraiment de grands enfants. Sur ces fortes paroles, si je puis dire, dont j'espère qu'elles me seront reprochées tant elles sont générales, je remercie d'abord Nicolas Tourneau qui assure la vitalité du site, Benoît Carré qui assure le compendium. N'oubliez pas qu'en vous rendant sur le site, si vous voulez avoir un avant-goût ou un arrière-goût de ce que nous avons dit, vous en trouvez un compendium particulièrement riche et bien fait. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Olivier Magloire, Adrien Beccaria qui en a assuré l'enregistrement, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui sont nos producteurs. N'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir, un don de 30 € par mois défiscalisé ne vous en coûtera que 10, et d'ici l'accomplissement de cette promesse, je espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure ou à une autre heure différente, car grâce au podcast, on peut nous écouter n'importe quand et n'importe où. Merci, à bientôt.